il y a un vrai parallèle entre le sport et la cuisine quand tu fais le sport ensemble. C'est qu'il y a une vraie cohésion, tu vois, on parlait de la convivialité. Et je trouve que quand tu fais une course comme ça, t'as plus de masque. Tu vois, parce que tu es fatigué, parce que tu cours, parce que tu es en train d'en chier avec les autres et les autres ils comprennent ce que tu es en train de vivre. Donc il y a une espèce d'union, il y a un lien qui se crée qui est assez fort et assez unique. Et en vrai, je retiens, c'est cette expérience qu'on a vécue les 7 à courir comme des malades pour réussir cette épreuve, quoi. Salut Juan, Salut. je suis ravi de te recevoir dans ce nouvel épisode de Course épique. Alors en réalité, c'est pas tellement moi qui te reçois, c'est plutôt toi. Et j'avoue que j'avais jamais fait l'interview dans un contexte comme celui-là. Est-ce que tu peux donner des images à nos auditeurs de l'endroit où on est? Écoute, t'es arrivé, on avait calé rendez-vous du coup dans un resto. Le problème du resto, c'est que ça tourne tout le temps. Et on cherchait un endroit plutôt calme. Et je t'ai proposé l'endroit le plus calme du restaurant, c'est les entrailles. On est directement dans la cave. Ce qui est génial, c'est que c'est une cave quand même qu'on a pensé pour accueillir. Parce que, tu vois, on a pas en rouge un peu tous les murs. Il y a cette cave un peu voûtée. Tu as les bouteilles qui sont disposées. Tu peux venir un peu t'amuser. C'est un peu là. En vrai, c'est la caverne d'Ali Baba et le Disneyland des adultes. On se Ceux qui ne disait que, courent pas en général, tu vois, ceux qui aiment bien s'hydrater bien. on se disait tout à l'heure que s'il y avait un accident nucléaire, on était au meilleur endroit probablement pour que ça se passe. On peut tenir le siège un petit moment. On peut tenir le siège, en tout cas on sera heureux. On aura de quoi oublier nos malheurs. Juan, on enregistre cet épisode aujourd'hui, donc le mercredi 25 septembre, qui n'est autre que la date d'anniversaire, j'en suis sûr que tu le savais, de Michael Douglas, de Mark Hamill, alias Luke Skywalker, de Will Smith, de Heather Leclerc et de Christopher Reeve, dans lequel de ces films emblématiques de leur filmographie respective, est-ce que tu aurais aimé jouer toi? Ou est-ce que tu te serais vu un rôle dans Basic Instinct, dans Star Wars, dans Men in Black, dans Melrose Place, ça aurait été très bon, ou dans Superman? J'aurais adoré quand même Basic Instincts. Je pense que c'est un fantasme pour toutes les personnes qui ont vu ce film. Enfin, c'est assez exceptionnel. Ce passage dans lequel elle s'assoit. Comment ça Attends. Sharon Sharon Stone. Stone. Ouais. Quand Sharon Stone arrive à cette interview avec le flic et qu'elle décroise ses jambes, cette image est absolument mythique. Et On se souvient un peu moins de l'intrigue, mais ça, ce moment-là, on l'a pas je me du tout souviens, oublié. je sais pas de quoi parle Il le y a le film. pic à glace, tu te rappelles, elle avait toujours son pic à glace là quand elle Ah ouais, était sur le mec et qui faisait l'amour, elle je me sortait souviens son pas. pic de sous le lit. Je me souviens il y a pas du tout un tout de mystère. ça. Ouais, c'était elle la tueuse. C'est vrai? Mais je sais plus comment ça finit. Ouais, moi je me souviens que de ce passage-là. Bizarrement. Bizarrement. Et j'ai adoré, j'étais un grand fan de Men in Black. Will Smith, je trouve que c'est un gars qui a une palette, tu sais, de jeux qui étaient assez marrants et qui me plaisaient bien parce qu'il était assez drôle, détaché, en même temps des fois très touchant sur des rôles. Euh, Authentique, on va dire. Authentique, c'est un mec que je trouve qui a tout le temps la banane, qui est tout le temps heureux, qui a tout le temps la joie, qui a une belle énergie. Sauf quand Chris Rock parle de sa femme. Ça, il perd un peu ses nerfs. Ouais, ouais, ouais. Mais je- à une époque, j'aurais pu perdre mes nerfs aussi. Je suis un peu chaud des fois, donc je peux le comprendre. Et je trouve qu'aujourd'hui, on a, et c'est très bien dit, on peut pas agir à la place de la femme. Elle est complètement capable d'agir et c'est pas à nous d'aller un peu avec la cape défendre. Et surtout mettre une baffe à quelqu'un, enfin c'est un peu bête. Mais je comprends un peu l'énervement de la personne, tu vois, je comprends sa réaction un peu de c'est ma famille, on n'y touche pas, j'aurais pu comprendre. Et non, mais après c'est tous des grandes stars, peut-être un peu moins Superman. J'aime pas Ouais. trop. Et Luke Skywalker, il a pas fait grand chose dans le cinéma. Derrière, il a du Non. mal à sortir de ce rôle-là. Ouais, et je Mark trouve, tu Hamill. sais, le beau gosse bien coiffé, un peu parfait, qui. Je- Ça manque de charme. Oh, Enfin, ouais, moi c'est je suis un lisse. peu plus rock, j'ai un côté un peu plus relax. Juan, tout le monde te connaît. Je vais te Bon, demander de te non, pas tout le présenter. monde, Bah, quand même, t'exagères. allez. Qu'est-ce que tu peux nous dire autour de trois dates clés? Si tu devais te présenter autour de trois dates clés, donc du perso, du pro, du sportif, ce que tu veux, trois dates qui marquent ton histoire, qui font ce que tu es aujourd'hui. La naissance, je pense que c'est très important parce que sinon on serait pas là, tout simplement. 18 18 janvier, janvier 1988 à Bogota, 7h du soir, 19h, journée pluvieuse. pour l'apéro, Journée... non? 19h. Ouais, ouais, Bien ouais, joué. c'était présage, c'est un présage, tout était prévu. J'aurais dit le 24 janvier 2007. Donc quelques jours après, 6 jours après ou 7 jours après mon anniversaire, parce que c'est le jour où je suis arrivé en France. C'est la première fois où mes pieds ont touché la France. C'est là où
où je suis venu pour apprendre le métier qui me nourrit aujourd'hui, qui m'a donné un toit, qui m'a donné une passion, qui me permet aujourd'hui de vivre les aventures que je vis. Donc, Qui t'a donné une cave peinte en marron. Ouais, exactement. Bien Aussi. rempli d'ailleurs. Donc, ça Tu allé le serait- chercher, ça aussi, tu dis qu'on t'a donné, tu as été le chercher. Oui, 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 j'ai été le chercher, mais c'est une façon de. Non, en D'être vrai, reconnaissant. oui, en vrai. Alors, la France a été très généreuse avec moi. Moi, j'ai toujours bossé, j'ai jamais compté les heures et j'ai toujours été passionné de mon métier. Mais en même temps, je trouve que la France est quand même un pays d'accueil. Elle m'a permis d'évoluer, de vivre de mon métier, d'être qui je suis aujourd'hui. Donc, ça, il faut que je peux Tu pas le le sais. critiquer. Mhm. Voilà. Et une troisième date, j'aurais dit samedi dernier. Ok, tout frais. Qu'est-ce Tout qui s'est frais. passé? La course la plus dure que Ah. j'ai jamais vécue de ma vie. Ok. Ah putain. Elle a remplacé la MCC qui était la plus difficile de juste avant. Ouais, MCC, t'avais aussi trouvé ça exigeant. ouais, j'avais galéré sur la MCC. Mais je sais pas. C'est hyper dur sur les dénivelés, c'est hyper dur sur la performance physique. Mais j'ai déjà vécu. J'aime bien me mettre dans des galères physiques. J'aime bien les sports, le challenge. Quand on fait la chaise, j'adore voir, tu vois, qui tient plus. Et quand il y a quelqu'un qui arrive à atteindre 6-7 minutes, je vais aller chercher les 6-7 minutes, ce qui est déjà beaucoup. J'essaie de pousser toujours un peu les limites. Et donc, j'ai un rapport au challenge physique et à la douleur physique qui est présente. Tu vois, je sais la maîtriser, je sais la gérer, je la connais. Et oui, la MCC, c'était très dur. Mais samedi, j'ai vécu un truc que j'avais jamais vécu. C'est-à-dire que c'était pas juste le challenge physique, c'est aussi le challenge mental et le challenge sur la fatigue. Tu vois, j'avais jamais fait une course dans laquelle mon sommeil était mis à l'épreuve. Le marathon pour tous, c'était la nuit. C'était hyper dur parce que ton corps a envie d'aller se coucher et tu dois partir pour 3 à 4 heures, plus de 4 heures d'effort. Là, c'était 20 heures d'effort. On a fait 19 heures. 48, je crois, de mémoire. 48, ouais. Mm. 19h48 d'effort. Un départ à 15 ou 16 heures. Une arrivée à 10 heures du mat. 10 heures du mat, quelque chose comme ça. Mm. Horrible. Horrible. Mais vraiment, alors, sur le papier, je me suis dit, c'est génial. On est 7 potes, on va se marrer. C'est que des petits parcours. J'ai fait 12 et quelques, 14, enfin près de 15, et 7, 600. Donc c'est des petites sorties, quoi. Enfin, c'est une sortie du dimanche relax. Mais les enchaîner comme ça, les unes après les autres, quand tu es dans un van, t'as pas dormi, on était tous en train de... On aurait pu faire des siestes, mais le truc, c'est qu'on est en train de se motiver les uns aux autres. Waouh! Quand on t'enlève le sommeil, c'est pas du tout la même. Tu vas nous raconter tout ça plus en détail. Donc la course, c'est le Runmate. Voilà, ça c'est son, Ouais, c'est son pardon, petit ouais. nom. C'était Et la c'est une Runmate, course en ouais. relais, on en parlera plus tard. Toi, t'as pas dormi, mais il y a Dodo qui a fait dodo, de ce que j'ai pu voir. Dorian Louvet. Dodo, il a réussi à faire un dodo, ce qu'on a appelé un dodo au carré. Ouais, très, très Dodo belle qui- punchline. Ouais, enfin, je sais pas s'il était drôle, mais à ce moment-là, on était tellement fatigués. Franchement, on a ri pendant des heures. Mais Vous aviez quand même envie qu'il fasse pas trop dodo, visiblement. L'idée, c'était quand même de le réveiller un peu. il fallait qu'il prenne un peu son relais parce que c'est un peu lui le capitaine qui lidait le truc, tu vois. On Devoir tout l'exemplarité. reposait sur lui. Hmm. Tout reposait sur lui. C'est lui qui nous a un peu motivés, qui nous a amenés là-bas. Et même lui, à 6h, 6h30, quand il y a un relais, il sort un gros. Pardon, hein, les jeunes spectateurs, jeunes oreilles, s'il vous plaît, faites attention. Je bip. Il a dit un putain, casse les couilles. Ok. Tu vois, quand il lâche ça à 6h30, tu dis waouh, ok, je suis pas seul, je suis pas le seul en train de souffrir et c'est vraiment une épreuve hyper dure, quoi. En tout, on avait entre 30 et 36 km chacun, je crois. 35 et quelques. Moi, je fais une grosse partie assez longue, assez chiante parce que j'ai pris un peu les gros dénivelés aussi. Et waouh, vraiment, c'était quelque chose. T'as sous-estimé l'ampleur de la tâche, en tout cas, de ce que je comprends. Mais complètement. En vrai, je pense que je m'attendais pas du tout quand j'ai vu en vrai 12, 15, 7. Enfin, c'est tellement La simple. balade, Sur le papier, c'est sur le principe. hyper facile. Mais attention. Faut se méfier. Juan, on va remonter un tout petit peu le temps. Je voudrais comprendre la place que tenait le sport dans ta vie quand tu étais en Colombie. Tu as pratiqué la natation longtemps. C'était ça ton sport de cœur? Est-ce que tu as grandi dans un environnement qui était très porté vers ça? Est-ce que le sport, c'est quand même un de tes piliers de vie depuis très longtemps?
Alors oui, cette question, j'adore parce que tu vois, il y a souvent on me dit comment tu fais pour te motiver, pour avoir le sport en toi, pour avoir la foi de te lever, aller bouger. En fait, j'ai eu beaucoup de chance, c'est que je suis né dans une famille où le sport était au quotidien là. Tu vois, ça faisait partie intégrante de nos semaines, c'était obligatoire. On a toujours été obligé de faire un sport. Le premier, c'était la natation. Mon père a été champion national de natation sur 100 mètres papillon. Donc c'était un sportif. Il a toujours fait du sport, il a toujours fait du vélo, il a toujours fait un peu d'haltérophilie, de très peu de course à pied, mais il a toujours fait du sport et il nous a toujours obligés. Et Quand finalement, tu dis obligé, c'est-à-dire que tu avais le sentiment de subir ou c'est devenu quand même assez vite un plaisir? ça a toujours été un plaisir, mais en même temps, on savait qu'il y avait l'obligation. Il nous a toujours dit, quoi qu'il ait, vous choisissez ce que vous voulez, mais il faut que vous ayez 3 fois, 4 fois par semaine une discipline sportive dans laquelle vous vous épanouissiez. Que ce soit le football, que ce soit la natation, que ce soit le vélo. Il voulait forcer pour la natation parce qu'il a une grosse passion pour la natation. Mais il nous laissait aussi la liberté de choisir. Et finalement, moi, j'ai grandi avec ça, donc ça fait partie de mon ADN. Ça n'a jamais été presque une difficulté. À la limite, quand je fais plus de 3 jours sans faire du sport, j'ai une sensation de mal-être. Je ne suis pas très bien. Je me sens pas bien, je me sens un peu chargé. Plus irritable. Ouais, j'ai un espèce de voile, tu vois, qui est dans la tête. Donc c'est devenu presque une addiction. Et finalement, ce que je salue aujourd'hui, c'est les gens qui n'ont jamais fait du sport et qui s'y mettent. Tu vois, les gens qui passent 20, 25, 30, 40, des fois 50. J'ai croisé un journaliste aujourd'hui qui écrit pour le Parisien et qui m'a vu faire ma course du coup samedi dernier. Et il me disait, je voulais trop te dire, je me suis mis au sport. J'ai commencé il y a 2 ans. Je me suis dit, putain, mais t'as quel âge? 50. Je me suis dit, mais c'est énorme, t'imagines là. Quand t'as jamais fait du sport pendant 50 ans et que t'as vraiment la force et la présence d'esprit et la motivation de te mettre dessus. Et de durer, parce que Et ça de peut être durer, très ouais. ingrat. Je pense quand tu commences tard, c'est quand même un peu plus difficile. Tu pars de plus loin, donc Ah bah oui, faut être hyper méritant dur. quoi, pour s'accrocher comme ça là. C'est Hyper dur. admirable. Et j'ai trouvé ça incroyable. Donc je salue plus les gens qui se mettent au démarrent sur sport le tard presque aussi. tardivement que moi, qui avait cette chance d'avoir un père qui m'a mis dedans. Tu as eu une forme d'ambition sportive? Est-ce que tu avais cette envie de performance, ou en tout cas de donner le meilleur de toi-même, ou est-ce que tu prenais plutôt avec légèreté? Est-ce que c'était avant tout ludique? Non, en vrai, il y a eu. J'ai toujours fait de la compète. J'étais en natation d'ailleurs jusqu'à mes 16 ans. J'ai fait des compétitions au niveau national. J'étais dans les 5 meilleurs nageurs de ma catégorie à l'époque. Et non, en vrai, j'étais très compétiteur. Derrière, j'ai lâché un peu la natation parce que j'ai embrassé une nana en soirée. J'ai goûté le goût de la bière et du mojito et de la fête et de la salsa et des pas de danse. Et j'ai trop aimé ça. Et c'était plus trop compatible. Donc, j'ai choisi des sports qui étaient un peu plus simples, plus accessibles. Moi, la natation, je faisais 3-4 heures par jour. 6 fois par semaine. Donc c'était vraiment intense. Hyper intense, ouais. Ouais, c'était très intense. Jusqu'à mes 14 ans. Et à 14 ans, je suis passé un peu au football, j'ai fait de l'escalade, j'ai fait du volleyball, j'ai fait de la capoeira, j'ai fait de la boxe, j'ai fait du skate, j'ai fait plein de trucs. J'ai pas entendu course à pied. Jamais de la course à pied. Ouais. Je détestais courir. Je détestais courir. Il y avait en cours de sport, de temps en temps, tu sais, tu faisais le tour de l'école 10 fois et je pétais un plomb, ça me rendait fou. Je détestais ça. Je m'asseyais dans un café et je faisais Oubliez-moi. semblant de courir. Non, je faisais semblant de courir, je faisais la moitié des tours, c'était un enfer. Et j'arrive à Paris à 18 ans. J'ai pas beaucoup d'argent. Je viens d'une famille qui est pas pauvre, qui est pas riche, qui est modeste. Mais j'avais 600 euros pour vivre quand je suis arrivé. J'avais 6 mois devant moi. Et le sport a commencé à me manquer. J'avais pas de quoi payer une salle de sport, j'avais pas de quoi m'acheter rien quoi, juste une paire de pompes, une vieille paire de pompes, et je me suis mis à courir. Et là, le plaisir est revenu un peu pour le running. Il y avait découvrir la ville aussi, de ce que j'ai compris. C'était l'occasion aussi de te balader, de te familiariser avec les lieux. Bah oui, exactement. J'ai découvert que grâce à la course à pied, bon, au début, tu fais 1 km, 2, 3, tu augmentes, tu atteins des distances qui sont de 10, 12, qui sont plutôt longues, parce que c'est les sorties d'1 heure. Et là, tu passes par des rues que tu n'avais jamais visitées. J'ai un souvenir incroyable de la première fois que, je sais pas si tu vois, dans le 15e arrondissement,
quand tu es sur les quais, il y a le pont Bir Hakeim. Et en dessous, il y a une petite partie qui divise la Seine, qui va jusqu'à les Statues de la Liberté. J'ai le souvenir de découvrir ça. L'arrivée de l'Écotrail est par là-bas, enfin la toute fin, tu passes par cette île-là avant de remonter, puis de reprendre le pont, le métro aérien juste en dessous. Ouais. Ok, je vois bien. Cette rue-là, j'ai un souvenir, ça doit être un mois d'octobre, c'est l'automne, et je cours par là, les lumières sont incroyables, il y a des feuilles de partout, c'est des images que j'ai jamais vues. Tu vois, moi je viens de Colombie, les saisons n'existent pas. Ça doit être ma première sortie de course à pied en automne, et j'ai trouvé ça incroyable. Et j'étais un peu bouleversé de beauté, bouleversé de cette chance que j'avais de découvrir ces rues-là, que j'aurais jamais fait peut-être si j'avais pas fait mes sorties de course à pied. Et depuis, c'est devenu un mode de tourisme aussi. Juan, tu l'as dit, là, tu es venu donc pour construire ta carrière ici. Il y avait des opportunités intéressantes pour toi en France. C'est quoi la chose qui t'a le plus surpris quand tu es arrivé ici, qui t'a déstabilisé, étonné positivement ou peut-être pas? Est-ce que tu te souviens d'un truc où tu dis, OK, là, je suis loin de tout ce que je connais? Déjà, la nourriture, il y a un rapport en France à la nourriture qui est très proche de ce qu'on a en Amérique latine, de la religion. Tu vois, quand tu arrives dans une église, tu as plein de gestes, plein de méthodes qui sont sacrées. Donc tu arrives, tu as la bénédiction, tu t'assois, il y a la lecture, derrière il y a tu dois aller prendre l'hostie, tu fais tes prières et tout ça. Sauf que la religion française, c'est un peu la table. Tu arrives, tu as l'apéritif, tu as les charcuteries, tu as tous les apéritifs au début. Le cérémonial, ouais. Voilà, derrière tu as le cérémonial, c'est le mot que je cherchais. Derrière tu as les entrées, derrière tu as les plats, derrière tu as le fromage, tu as le pousse-café, tu as le pré-dessert, tu as le dessert, tu as les milliardises, tu as le chocolat à la fin, tu as le café. Il y avait une espèce de cérémonial que je trouvais incroyable en France, une espèce de respect méthodique à ce rituel qui était la table. Et j'étais bouleversé par ça. J'ai trouvé ça incroyable, la richesse culturelle qu'il y avait autour de ça, le savoir-faire, la quantité de fromage. Je me souviens de cette phrase d'un prof qui me dit: en France, tu peux manger un fromage différent par an sans jamais répéter le type de fromage. Et j'étais putain, mais c'est des génies. C'est exceptionnel. Ah non, mais c'est incroyable. Et à ce moment-là, j'ai découvert que j'avais une passion pour la gastronomie, mais j'avais aussi une espèce de passion pour le terroir, le savoir-faire et tout ce qui était fromage, pain, la viticulture, le vignoble d'ailleurs. Ça s'exprime bien. Décor, ça s'exprime bien où on est aujourd'hui, mais et oui, c'était ça. Je pense que c'était cet attachement au savoir-faire autour de la nourriture. Est-ce que tu te souviens du moment où tu t'es dit je suis à ma place ici? Là, j'ai fait ce pari quand même, c'est un changement de vie. Tu es arrivé quand même très jeune, tu vois, tu avais à peine plus de 18 ans. Tu arrives ici, à quel moment tu te dis ok, là c'est ma place, j'ai quelque chose à construire, je me reconnais dans ce projet-là et je m'y projette durablement? En vrai, les débuts étaient hyper durs parce que la gastronomie, haute gastronomie étoilée, quand t'es étranger, que t'arrives, que t'es peut-être un peu... J'étais un peu jeune, peut-être un peu grande gueule aussi. On essaye un peu de te calmer quoi, très rapidement et de te faire comprendre qu'il faut que tu reviennes à ta place. Moi, j'ai toujours été très extravagant. J'ai une voix qui porte. J'adore rire. J'adore rire pendant que je travaille. J'adore rire pendant que... pendant que tu cours au 41e kilomètre d'un marathon. Mais oui, mais vraiment, pour le coup, j'ai ça. J'ai le souvenir au marathon des Sables, au half marathon des Sables, je dépasse Antoine Frambonne, qui est un... Ouais. Tu vois, Antoine Oui, très bien, Antoine Frambonne. Ouais. Voilà. Oui, j'étais avec vous cette année-là. Ouais, on était ensemble à Fuerteventura. Exactement. Et je le croise au kilomètre, je sais pas, 48 de la grosse... celle qui fait 60 au début, la première, voilà, celle qui fait 60. Je le dépasse et je suis en train de courir et chanter et rire. Et je me souviens que lui, à la fin, dans son débrief de course, il m'a sorti « T'es quand même un bel enculé ». Désolé encore pour les gros mots. Parce que moi, il était un peu en train d'en chier. Et moi, quand je souffre, j'essaye de mettre un peu de... plus c'est dur, plus j'essaye de sourire et de... De mettre de la légèreté. Ouais, de dire « C'est pas grave, vas-y, avance. De toute façon, c'est un pied après l'autre. » Et il y a une fin à cette merde. Donc, j'essaye de le vivre un peu avec le sourire. Et donc, j'avais ça en cuisine. Les premières 4 ou 5 ans étaient hyper durs. Et à un moment, je sais pas, il y a eu un espèce de déclic dans lequel je me suis dit, ok, je vais faire les choses pour moi. Et peut-être que mon mindset a changé. J'étais plus là pour prouver des choses, mais plutôt pour les vivre.
Juan, une dernière question avant qu'on bascule 100% sur la course à pied. Tu as connu un très joli succès. Aujourd'hui, tu es très établi dans le paysage. Tu as des restos, tu es chroniqueur, tu es auteur, enfin, tu fais un certain nombre de choses avec talent. Qu'est-ce que tu as réussi à faire selon toi? C'est quoi ta recette, sans mauvais jeu de mots, mais sur ce qui fait qu'aujourd'hui, tu en es à cet endroit-là? Les ingrédients que tu as pu, pardon, c'est que de la métaphore, Oui, oui, non, mais je comprends. mais enfin, tu vois, en toute humilité, je sais que tu me répondras comme ça, voilà, en toute franchise, qu'est-ce que tu penses qui t'a amené là aujourd'hui? Alors, je pense que nous, en vrai, on n'a rien inventé parce que en cuisine, quasiment tout a été déjà créé. On a des livres qui attestent un peu ça et il y a des gens qui ont fait un travail formidable pour la cuisine, qui ont tout mis un peu dans noir sur blanc sur des pages. Moi, j'ai appris la cuisine et derrière, je me suis un peu approprié et mis ma signature ou ma patte puissante dans mes racines colombiennes, pour essayer de donner un twist un peu à tout ce que j'ai appris ici. Qu'est-ce que j'ai pu apporter et quel a été mon succès? Je pense que c'est justement ça, c'est ce sourire peut-être de quel on parlait tout à l'heure dans la course à pied, c'est que pour moi, dans la cuisine et surtout la table, c'est un endroit dans lequel on vient pour partager un moment, on vient pour vivre un... Il y a ce mot qu'on sort à tout va, tu sais, c'est un moment de convivialité. Tout le monde sort ce truc convivialité, mais c'est quoi exactement la convivialité? Je trouve que c'est un endroit dans lequel tu arrives à enlever toutes les masques que tu portes au niveau social dans ton quotidien pour agir bien avec ton patron, avec tes collègues, avec même ta famille, même tes proches. Des fois, tu es obligé de porter des masques parce que tu n'es pas accepté. Pour moi, le moment le plus convivial, c'est là où on peut être soi-même. Où tu laisses tomber un peu toutes ces masques, tu bois un petit verre, tu partages tu bois un petit verre peut-être de trop, tu manges un petit peu trop, tu rigoles beaucoup trop et tu te laisses un peu aller. Tu t'abandonnes un peu à cet instant qui est créé par un resto, par une table, par un plat qui est posé au milieu de la table et qui te permet de vivre un vrai moment de convivialité. Pour moi, c'est ça, c'est le moment où tu te lâches et tu te laisses aller. Et qu'est-ce que j'ai apporté? C'est que je pense, il y a 10 ans, quand j'ai ouvert mon premier resto, la bistronomie, gastronomie était quand même assez sacralisée. Et je sais pas, on est arrivé peut-être avec une vague un peu de fraîcheur dans laquelle on faisait une bonne cuisine avec les mêmes produits qu'on pouvait utiliser dans les grands restaurants étoilés, mais sans se prendre la tête, peut-être un truc un peu plus relax, plus cool. Il y avait déjà une vague de bistronomie qui était sur place, avec Iñaki, avec Yves Condebord, avec tous ces pairs et ces maîtres qui ont donné un côté hyper simple à la gastronomie, sans se prendre la tête, sur une table en bois, peut-être pas de nappe, tu vois, avec un service avec des gars tatoués. Je pense que moi j'ai ramené peut-être un peu la musique, un peu la fête, un peu le fait que c'est pas grave de monter sur une table après un repas et vraiment de continuer cet élan jusqu'à un peu plus tard. Ouais, c'est peut-être ce côté-là. La jovialité, Ouais. en un mot peut-être. Juan, toi aujourd'hui, donc à quel point c'est compatible avec ton agenda qu'on imagine volontiers chargé, ta pratique de la course à pied? De ce que j'ai compris, tu es quand même t'as pas vraiment très envie d'avoir un cadre, notamment sur tes préparations. Je sais même pas si tu es vraiment dans une logique de préparation, mais peut-être plus d'entretien ou de plaisir. T'as quand même pas envie d'être enfermé dans un truc trop structuré. À quel point tu arrives à faire rentrer ça là dans tes semaines? Tu butines un peu dès que tu peux, tu prends tes baskets. Quand on a un peu marre, tu prends tes baskets. Ou est-ce que tu sais que ça va être le mardi, le vendredi, une sortie longue le dimanche? Enfin, voilà. Est-ce que c'est mouvant? Comment tu trouves de la place pour... Est-ce que c'est facile? Alors, c'est pas facile. Et tu vois, j'ai vécu un truc qui était compliqué quand je préparais le marathon de New York. Je voulais faire 3,30. Mon meilleur marathon était à 3,40 et quelques, 3,47. 3,41, moi j'avais vu, je crois. New York 3,41. en 2019. C'est possible J'avais. ça? Non, non, alors j'avais 3,41 à Paris. Ah, c'est Paris. Et je voulais faire 3,30 à New York. Et Dorian, du coup, m'entraîne. Il me dit, écoute, si tu veux, il faut être sérieux, faut se préparer, tu as 3 mois d'entraînement, faut se mettre à courir, faut faire 3 fois par semaine. Et je dis, waouh, putain, comment je vais faire? Finalement, j'ai 2 mois d'entraînement, je fais 2 sorties assez sages par semaine, et je réussis à caler une troisième le dernier mois. Mais bon, un mois, c'est 4 semaines, c'est pas beaucoup, quoi. Mais j'étais assez sérieux. Mais pour moi, j'ai commencé à vivre quand j'étais trop structuré, une espèce de perte de plaisir dans mes sorties de course à pied. Parce que je n'aime pas le fait que ma performance vienne atteindre mon plaisir. Mhm. Moi, j'adore quand on arrive à allier un peu des deux. Et du coup,
pas poussé plus de ce que je devais. J'ai pas trop écouté Dodo. Je lui ai dit, écoute, j'ai 2 ou 3 max, quoi, vraiment. Et si on arrive, c'est bien. Si on n'arrive pas, mais je les ai fait sérieux. Et j'ai fait mon marathon en 3:30 et 50 secondes, je crois. Pile poil ce que je voulais. Bon, 49 secondes même. ouais, 49 secondes. J'ai fait 49 secondes de trop, putain. Non. Du coup, si, c'est grave, tu sais que je ne vais pas lâcher Tu tant vas être que obligé d'y retourner, c'est Ouais, en train de ouais, dire. ouais, je vais y retourner. Et tant que j'ai pas descendu le 3:30, je vais continuer à le faire. C'est Mais pas le plus simple, ceci dit, pour faire un chrono. New York, il est dur. Ouais. New York, après, il est dur, il y a 400 mètres de dénivelé. Oui, c'est pas hyper simple, mais À Valence, t'aurais fait en dessous, quoi, en gros. ouais, je peux me chercher toutes les excuses du monde. Je me serais entraîné un peu mieux, j'aurais descendu le 3:30. Mais en vrai, j'adore la course à pied quand elle reste un plaisir. Quand je vais chercher des performances, parce que mes 2 ou 3 sorties, elles me permettent d'aller chercher des performances, mais j'ai pas envie que ça soit une contrainte, parce que je perds le plaisir de ma course à pied. Je veux pas. Je veux continuer à sentir ce truc que j'ai senti dans le 15e arrondissement en arrivant dans cette rue et en étant, tu vois, complètement. Néophyte, ouais, tu découvres Ouais, quoi, dans l'émerveillement. j'ai adoré ce moment. J'ai Mhm. pas envie d'avoir la tête sur ma montre en train de courir, voir mes battements et ouais, ma RP, quoi, tu vois, mon battement par minute et ma Ouais, vitesse. les sensations, quoi, c'est ça qui prime. Ouais. J'arrive pas à dater exactement ton premier dossard. J'arrive pas à savoir si c'est. Je trouvais la trace d'un 10 km au Bois de Boulogne en 2014, 41 minutes 26, et j'ai entendu j'ai parler. fait 41 26, c'est pas mal. Ah ouais, putain, C'est pas mal, ouais. Ah ouais. Pour une première. Alors, j'arrive pas à savoir si c'est celle-là ou si c'est Paris-Versailles avec laquelle tu as commencé. Est-ce que tu te souviens? Et puis derrière ça, quel souvenir tu gardes de ton premier dossard? Paris-Versailles. Non, le premier, c'est Paris-Versailles. Ok. Donc là, Le- t'es parti comme une balle. Mais Non, c'est comment ça. tu sais tout ça? Mais je sais tout, j'ai une boule de cristal. Moi, je sais que t'es parti fort et que tu t'en es un peu voulu. Putain, mais c'est énorme. Mais je sais même pas si j'ai raconté. À qui j'ai raconté cette histoire? Je te l'ai raconté à toi? Non, non, non. Non, non, j'ai mes sources. Paris-Versailles, énorme. Je bosse au Georges V. Je courais comme d'hab, hein, mais j'avais pas de montre. D'ailleurs, je courais avec des Stan Smith. Ok, Je courais nickel. avec des Adidas que j'avais depuis 4 ans. Le truc, mais vraiment, c'était tellement sauvage. Et il y avait des gens qui couraient au Georges V qui étaient très forts. Mais moi, je savais pas que dans la course à pied, on pouvait être aussi fort. Moi, je courais et quand je courais, je dépassais tout le monde. Donc je me suis dit, ça va être trop simple. C'est 16 km, je crois, Ouais, à c'est ça, Paris-Versailles. entre 16 et 17. Et je faisais sortie de 15 km, ça passait mais nickel. Je me suis dit, je peux peut-être gagner Paris-Versailles. Dans ma tête, ça passait crème. Personne me dépassait quand je courais, quoi. En fait, je courais à des heures où personne courait. Donc, il n'y avait personne qui était là pour me dépasser. Et je me lance. Je suis un gars qui bossait au room service à l'époque avec moi. Et il était redoutable. Il était très fort. Et il a dû partir. Il devait avoir une allure de 15 ou 15 km à l'heure. Ce qui n'était pas du tout mon allure. Moi, je courais à 10 ou 11 sans me rendre compte. C'est juste que j'avais aucun lien de comparaison avec personne. Je ne pouvais pas te dire quelle était ma notion de vitesse. Et du coup, j'essaye de le suivre. Et ouais, je pense que je dois tenir 4 ou 5 km. Et derrière, j'en ai souffert pendant les 12 qui restaient, quoi. C'était un enfer. Là, on a parlé de la MCC tout à l'heure. Il y a eu le Half Marathon des Sables qui est aussi un peu hybride. Tu as aussi un intérêt pour tout ce qui est un peu plus dénivelé, caillouteux, enfin tout ce qui ressemble de près ou de loin à du trail. On a des chances de le voir de plus en plus là-dessus ou tu as quand même un intérêt plus fort sur la route? Alors, j'ai adoré la route pendant un certain temps. Et je sais pas, je trouve que justement, ce rapport de plaisir et performance, je l'ai beaucoup plus quand je suis en trail. J'ai une façon de déconnecter, de brancher mon cerveau quand les rythmes sont un peu saccadés, qui est, je sais pas, plus agréable. J'arrive même dans les dénivelés, à me dépasser assez bien. Je trouve que le béton, un peu répétitif sur 3:30, déjà quand j'ai fait New York, c'était génial, mais il y a, je sais pas, je sens peut-être un peu plus de dégâts quand je cours sur béton que quand je cours sur du trail. Je suis quand même un bébé un peu lourd. Je fais 83, 85, 80. Enfin, ça dépend. Ça dépend du moment de la semaine. Ça dépend à quelle hauteur de la cave. Ouais, exact. Et du coup, ça tape un peu. Je sais pas, dans le trail, j'ai l'impression que c'est un peu plus amorti. C'est un peu plus. T'as plein de paysages. Tu traverses des trucs qui sont assez incroyables. Euh, donc, ouais, je sais pas. Je pense que j'ai un petit faible pour le trail quand même.
toute discipline confondue, trail, route, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, la course à pied est devenue indispensable à ta vie? Ça fait quand même un moment que tu es dessus, que tu lâches pas, que tu fais quand même plusieurs courses par an. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un pilier vraiment? Oui, c'est devenu absolument un pilier. C'est quelque chose qui restera et qui m'accompagnera dans ma vie sportive pour toujours. Parce que c'est un sport que j'affectionne, que j'adore. C'est un sport dans lequel j'ai un espèce d'introspection qui est assez dingue quand je cours. Il y a un côté méditatif que j'adore dans la course à pied. T'es juste un peu concentré pour pas te prendre une bagnole à Paris, mais une fois que moi je cours beaucoup à la Villette, une fois que je dépasse la Villette et que je commence à courir un peu sur le canal, il y a une espèce de déconnexion. Soit tu réfléchis à des choses qui sont hyper intéressantes auxquelles tu n'as jamais le temps et que tu peux développer pendant 1 heure et demie, 2 heures, 2 heures et demie, ça dépend de ta sortie. Soit vraiment tu te débranches quoi, et tu penses à rien, juste à cette course, au vent qui te caresse le visage, au soleil qui tape un peu sur la nuque et tu cours. À la pluie à l'horizontale et Ouais. température ressentie de -4 aussi quand Ouais, tu es ça le aussi. 3 février. Ça aussi. Cette Mais sortie ça du aide à dimanche s'évader. à 17h, elle est horrible. Horrible. Merci beaucoup, Juan, pour cette présentation. Il y a une rubrique maintenant dans le podcast qui s'appelle le questionnaire de Proust. Donc, j'ai 3 questions hautement philosophiques pour toi. La première d'entre elles, ton souvenir d'enfance le plus précieux? Mon souvenir d'enfance le plus précieux, c'est l'odeur du café de ma mère Ok. à la chaussette. Que Et- tu goûtais pas, qu'elle qui était juste pour elle et ouais. toi, tu mettais ton nez au-dessus de la tasse? Ouais, et une fois que j'ai réussi à boire du café, bah, ça m'a accompagné un peu toute la vie. J'ai ramené on dit à la chaussette, mais c'est une espèce de filtre en toile qui se lave jamais et qui se rince juste comme ça, mais il commence à prendre une couleur assez, assez brune au fur et à mesure des usages, et on a l'impression que plus tu l'utilises, meilleur est le café. C'est tout le contraire, hein, mais c'est juste que ça a le goût de maison. Tu vois, ça a le goût Mm. de l'amour que ma mère fait à bouillir le café et juste le passer par cette chaussette. Cette odeur, c'est un truc qui me fait un peu voyager, qui me transporte. Et à chaque fois que je reviens chez moi, j'attends avec impatience ce réveil, cette odeur. Ta Madeleine, c'est le café. Enfin, c'est la chaussette en tout cas qui va Ouais, avec. c'est cette chaussette. Mais en vrai, plus que le café, je pense que c'est la Mm, famille, c'est tout bien ce qui sûr. va avec. Ouais. C'est le sourire de ma mère en le faisant, et c'est cette image de revenir un peu chez moi. Mhm. Deuxième question pour toi, Juan. L'émotion que tu gères le moins bien? L'émotion que je gère le moins bien, euh, la susceptibilité. Je suis un peu susceptible. Ok. Il y a des terrains sur lesquels tu es plus facilement Ouais, je suis susceptible. susceptible, je sais pas, j'aime C'est bien des gens, taquiner, mais ouais. des fois j'aime un peu moins comme taquine. Ok. Et, euh, et pour le coup, je suis assez bon joueur, j'aime bien, j'ai aucun problème avec les larmes, avec la tristesse, avec la joie, mais des fois je suis un peu susceptible, je sais pas pourquoi. J'ai un peu de... Je sais pas si c'est le fait d'avoir vraiment souffert à arriver ou mais je suis hyper susceptible quand Sur certains sujets en Ouais, particulier, tu surtout penses? pro, Ok. beaucoup. Je suis assez susceptible. Ouais. Sur les choses que je fais et que j'engage, dans lesquelles je mets beaucoup d'énergie, quand on m'attaque là-dessus, je deviens susceptible. Même si c'est quelqu'un pour qui t'as pas forcément beaucoup de considération ou autre, ça peut t'affecter si quelqu'un, je vais mal le dire, mais un hater ou quelque chose que tu connais d'un peu Ah de non, ça, loin ou tu t'en fous. ça, je m'en Il faut que cogne. ce soit quelqu'un Ouais. qui Non, en compte. vrai, j'ai pour le coup un détachement assez important avec les gens que je connais pas. Il y a pas. Parce que Ça les gens glisse. qui me connaissent, souvent, ils se rendent compte de la quantité d'énergie que je mets sur les choses que j'engage. Hmm. Donc, mais sur la critique, même des fois, enfin, je peux être un peu susceptible. Et c'est un truc que je gère assez mal. Je m'étais pas rendu compte, et je le dis là, c'est la première fois que je dis ça. Mais c'est quelqu'un qui est très proche à moi aujourd'hui, qui est rentré dans ma vie récemment et qui m'a fait remarquer ça. Ok. Et c'est vrai que je me dis que le fait d'en parler, ça peut aider aussi à
à mieux le vivre. Sûrement. Voilà. Merci un peu pour mon ta psy. transparence. Ouais, T'es un peu- franchement. Ça allait me coûter 200 balles alors que là, j'ai payé un café. Il n'y a pas de divan dans ta cave. Je ne sais pas où tu peux t'allonger pour continuer les confessions. Ouais. Bah, merci en tout cas de te livrer comme ça à cœur ouvert. C'est très sympa. Normal. Dernière question, si tu étais animateur de talk show demain, quelle est la personnalité vivante ou morte que tu aimerais faire venir à la table avec toi, puis faire un peu ce qu'on fait là et aller au fond des choses? Ça peut être un proche aussi, hein, c'est pas forcément quelqu'un de connu, ça peut être un arrière-grand-père, ça peut être... Oui, bah, en vrai, je pense que j'ai perdu mon grand-père, qui est la raison pour laquelle je fais la cuisine aujourd'hui. C'est lui qui réunissait un peu toute la famille autour de ses plats. Il avait une recette de pâte bolognaise qui était exceptionnelle. Il avait une recette de truite frite avec la sauce tomate qui était monstrueuse. Il avait quelques recettes comme ça qui réunissaient la famille. Il y avait un jambonneau de cochon qu'il faisait pour les fêtes de fin d'année. Et il avait le pouvoir, je viens d'une famille qui est nombreuse, et il avait le pouvoir de réunir un peu tout le monde et les mettre d'accord. Tu vois, il y avait vraiment Il fédérait autour de lui. Ouais, c'était un vrai fédérateur. Mais en même temps, c'était un mec qui était très très dur, qui était très susceptible aussi, je pense, qui était très... sensible, quoi. C'est ça ouais, mais un peu à l'ancienne aussi, un peu compliqué. Et je sais pas, je pense qu'avec lui, j'ai partagé des choses qui étaient très belles, qui étaient absolument magnifiques, mais j'ai pas pu partager les dernières années dans lesquelles moi j'ai réussi à vivre de la passion que lui, il a jamais exercée. À quel âge tu l'as perdu? C'était il y a 6 ou 7 ans. Ok. 5 ans, pardon. Il y a 5 ans. Et d'ailleurs, j'ai imprimé une photo de lui qui est à Basurto, dans un de mes restos, à Basurto. Et il est face à la cuisine, il nous regarde tout le temps. Et il est fier. Ouais, bah je pense, en vrai, pour lui, déjà, le fait de... La France était quelque chose d'exceptionnel. Et la cuisine était quelque chose de rassembleur et quelque chose qui le passionnait. Donc je pense vivre de la cuisine en France, je pense qu'il est fier et il regarde là-haut avec fierté. Merci beaucoup, Juan. Je vais rapidement présenter donc la course, apporter quelques petits compléments à ce que tu nous as dit de la Runmate. Donc, elle s'est tenue autour du lac Léman. C'était il y a 4 jours, à l'heure à laquelle nous enregistrons. Ce défi invitait les équipes à se relayer sur une distance d'environ 220 bornes, quand même. Beau chantier, un peu plus de 2000, je crois, de dénivelé. Autour du lac Léman, donc le plus grand lac d'Europe occidentale, à travers des paysages suisses et français spectaculaires. L'aventure, elle se déroule sur 2 jours, où chacune des 250 équipes, composées de 2 à 9 coureurs, il faut y aller quand même quand t'es 2. Ouais, faut être motivé. Ouais. Ce parcours, donc de jour comme de nuit, c'est ce que tu nous as raconté aussi. C'est assez singulier aussi pour ça, de vivre une expérience nocturne. Donc voilà, dans les chemins autour du lac, entre montagne et rivage. Le concept donc repose, on l'a compris, sur la solidarité, le dépassement de soi, l'esprit d'équipe. J'ai pas dit convivialité là, t'as remarqué. et voilà, vous avez vu des décors très sympas. On t'a vu au milieu des vignobles en terrasse de Lavaux, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, des charmants villages lacustres. Enfin, voilà, il y a de quoi s'en mettre plein les yeux. Vous avez eu beau en tout cas de ce que j'ai pu voir, donc ça c'est une chance aussi. Beau, ouais. Ça complique la donne quand c'est pas le cas. Donc tu n'étais pas tout seul. Donc dans ton équipe qui s'appelait la Team Running Academy, il y avait Dorian, alias Dodo, dont on a parlé tout à l'heure. Le meneur, c'est lui qui a porté le... C'est lui qui a créé le groupe, c'est lui qui nous a invités, et c'est lui qui était en contact avec... qui connaissait la course, nous on ne connaissait pas trop. Il nous a dit « Oh, vous voulez faire une course? C'est hyper cool, on va juste se balader comme ça autour du lac, ça va être très cool. » Nous on a dit ok, mais on était pas... C'est la même personne qui dit putain casse les couilles voilà, le lendemain. Exactement, c'est la même personne. Il y avait donc aussi Amandine Petit, Justine Hutto, Alexandre Mallier, qui est un coach, Clara Pichon, c'est ça, et Dr Never, si je ne dis pas de bêtises. Non, t'es vous parfait. Étiez tous les 7. Donc voilà, la compétition, on l'a compris, il y a un engagement physique, tu as eu l'occasion de nous l'évoquer, mais c'est aussi une aventure humaine pendant quasiment 24 heures. Tu vas nous raconter tout ça. Mon cher Juan, dans le podcast, il y a une rubrique avant qu'on rentre vraiment dans la course qui s'appelle la question qui pique. Donc c'est en lien avec la course et c'est toujours tiré par les cheveux. Donc c'est des questions un peu décalées. Et donc pas très important si tu trouves la réponse ou pas. Donc qui dit lac Léman dit aimant, tu vois, des aimants. Voilà. Ouais. Donc je vais te faire un vrai faux sur les aimants. Ok. C'est tiré par les cheveux pas mal, non? Lac Léman, aimant, ça va. Ouais, là t'es... D'ailleurs on dit pas lac Léman. On dit quoi? On dit le Léman. Ah, c'est vrai, on dit le Léman. Parce que le lac... Léman, Léman, ça veut dire lac dans un patois ancien savoyard, je crois. Ah, donc ça fait une répétition. Si tu dis les deux, ça marche pas. C'est le lac. Oui. Mais en vrai, le Léman... Le lac au carré, il y a le dodo au carré et le lac au carré. Au carré.
Ok, Voilà. eh ben, je le saurais. T'as vu, Franchement, merci. Franchement, culture G, c'est bien de s'enrichir. psychiatre, podcast running, c'est exceptionnel. Franchement, ouais, ça vaut le coup. On envie des choses Ouais. autour de ce micro. Allez, c'est parti. Des scientifiques ont réussi à faire léviter une grenouille grâce à des aimants. Possible ou pas? Bizarre comme idée, quand même, on va se le dire, mais possible Ouais, ou pas? Oui. Eh ben ouais. Bah En 97, ils ont réussi C'est à faire des léviter une malades. grenouille vivante en utilisant des champs magnétiques extrêmement puissants. Ah putain, ça... Ouais, ça a fonctionné parce que presque tous les matériaux, y compris les êtres vivants, sont légèrement magnétiques dans des champs très intenses. Donc là, je crois lui envoyer un truc de Elle est 16 vivante Tesla. C'est la question que je me pose. J'ai un gros Ouais. doute. Est-ce que Georgette a survécu? Ouais, je suis pas sûr que Georgette la grenouille, elle s'en soit sortie. Elle a pris 16 Tesla, ce qui est équivalent 320 000 fois plus fort que le champ magnétique terrestre. Ah ouais, putain. Donc je pense que ça n'a Ouais. pas dû durer Georgette très longtemps. est un Ouais. popcorn aujourd'hui. Paix à son âme. Ouais. Il y a des gens qui ont dû manger des cuisses de grenouille à proximité les jours d'après, j'ai l'impression. J'espère qu'ils ont mis de l'ail et du persil. Bravo. T'as dit vrai, hein? T'as dit vrai? Vrai. Oui, vrai. Ouais. Bravo. Si tu casses un aimant en deux, chaque morceau devient un nouvel aimant complet avec un pôle nord et un pôle sud. En gros, si tu le pètes, est-ce que ça redevient un aimant ou est-ce qu'il reste le pôle nord, fait pôle nord, Faux, parce que tu as toujours un côté qui est nord et un côté qui est sud, non? Donc si tu le pètes, est-ce que ça refait un pôle nord-sud sur chacun? En gros, quand tu prends un aimant, tu le Bah, pètes si en tu deux. le casses, tu as 2 nord et 2 sud, mais c'est pas que ça transforme, c'est juste que le nord reste le nord et le sud reste le sud, non? Et est-ce que un des deux, est-ce qu'il a les deux sur chaque ou pas? Ou est-ce que tu dis qu'il a que nord-nord l'un et l'autre à sud-sud? Ça dépend dans quel sens tu le coupes, non? Est-ouest? Alors, si tu as un aimant C'est rectangulaire, l'instant de Jamie. ok? Ouais, Au-dessus, tu as le nord, en dessous, tu as le sud, pour dire quelque chose. ouais, Tu le casses en deux, ouais. bah, le nord ici reste le nord et le sud Et est-ce reste que le sud, bas de non? ton aimant nord, ça devient le sud ou il reste nord? Il est tout nord? Je pense qu'il reste pareil, non? Non. Ah En fait, bon? quand tu le pètes, ça recrée un truc où en fait le bas, enfin l'extrémité opposée au nord devient le sud. Ça change. Ouais, peu importe dans quel sens tu le prends, si tu casses n'importe quel aimant, ça recrée un nord quand tu avais le sud vers le bas. Ramenez-moi un aimant que je teste là. Voilà. J'ai pas très bien expliqué, mais en tout cas, voilà, tu vas obtenir un morceau avec un pôle C'est nord et un info. pôle sud à chaque fois. chaque fragment d'aimant devient un aimant. Voilà. Ah ok, oui. Oui, chaque fois. Mais redevient un aimant à avec- part entière. Avec un pôle nord et un pôle sud chacun. Oui, c'est ça, c'est ça. Ok, donc t'as dit vrai. Donc t'as bonne réponse. Oui, Ouais. en gros, ce que je disais, c'est que il n'y a pas de changement dans ton aimant, mais attends. T'as ça, Démonstration. ok? Là, t'as le nord et là, t'as le sud. On est d'accord? Ouais. Si je casse, Ouais. bah, j'ai 2 aimants à part Et entière. alors attends, et je te le fais. Et si là t'as nord et t'as sud et que tu le pètes au milieu, le nord en haut, le sud en bas, tu le pètes au milieu. Ah bah oui, et ici, ça devient le sud. Et là, Et là, ça ça devient devient le le nord nord. dessus. Ouais, Oui, c'est oui, ça. oui. Ok, Oui. on est d'accord. Je pense que quand tu coupes au milieu, il y a... Au milieu ou peu Un importe? tiers, je crois, c'est ça. Non, il n'y a aucune pas un Non. pourcentage? À mon avis, si tu le recoupes encore en deux, il se refait la même chose. À mon avis, ça marche à l'infini. Donc, C'est vraiment C'est une pas un bonne podcast réponse. running, hein, c'est un Franchement. podcast scientifique. cette histoire. on a vu le niveau d'expertise de l'hôte du podcast. D'ailleurs, on a pu noter. Ouais. 2 sur 2, on n'est pas loin de la fin. C'est la dernière proposition pour toi. Les Chinois ont été les premiers à utiliser une boussole magnétique il y a plus de 2000 ans. Cependant, cette première boussole n'était pas utilisée pour la navigation, mais pour aligner les bâtiments en fonction des principes du Feng Shui. Tu vois ce que c'est là, Oui, le les Feng champs Shui magnétiques avec les petits bâtons qui se rapprochent et qui s'éloignent. Ouais, en gros, de voir où Ouais. était le nord, etc. Mais c'était plus servi finalement pour les bâtiments et pour créer, tu vois, des lieux. Ils sont très attachés au bien-être, la santé, la prospérité des occupants d'une habitation et que ce soit Feng Shui, ou c'était plus pour aller explorer le monde et faire Christophe Colomb avec des boussoles. C'est impossible hein, de savoir. Feng Shui. Feng Shui, c'est vrai. C'est ouais. Absolument, mais oui, oui. Ils s'en servaient pas du tout pour aller explorer le monde. La boussole de cette époque, elle était constituée d'une cuillère ou d'une aiguille en magnétite qui était placée sur une surface lisse. Et donc, lorsque la cuillère se stabilisait, elle indiquait les directions nord-sud. Et donc, ils faisaient en sorte de construire, en fonction de ça, les habitations. Putain, royal. 3 sur 3, franchement, j'ai C'est jamais bon, vu ça. ça. Tu as attiré les bonnes réponses à toi, Juan, bravo. C'est l'aimant, ça. Ouais. Et maintenant, je te propose qu'on passe à ta course épique, la Runmate, si t'es partant. On va aller rapidement sur la préparation. Est-ce que tu as mis des choses... Enfin, Dodo t'a proposé ce truc-là, tu as dit oui tout de suite, tout le monde a dit oui tout de suite. Voilà. Est-ce que vous êtes motivé sur la partie prépa ou chacun a fait ses petits trucs de son côté? Bah, moi, j'ai pas du tout préparé. Moi, j'avais fait la MCC 2-3 Fin semaines août, avant, ouais. fin août. Et j'en avais un peu plein les pattes. Donc, j'ai fait que manger, boire et profiter de mon été, enfin, ce qui restait derrière. J'avais couru le marathon pour tous. Donc, j'avais un petit backup. Ouais. J'avais quand même quelques kilomètres que j'avais couru. Je me suis dit, ça va passer tranquillement un peu en mental.
Et surtout que j'ai regardé, c'était des petites distances, donc je me suis dit, c'est pas compliqué. La team était hyper inspirante, c'est des gens que je trouve géniaux et qui courent pas mal. Donc Pas non, trop en de doute vrai, sur l'humeur, effectivement, pendant 24 heures là. Vu les ouais, gens qu'il y avait, vu le casting, non, en ça vrai, s'annonçait sympa. en vrai, ça a aidé parce qu'il y avait une team de dingue. Franchement, je disais que la course était hyper dure, mais c'est là où tu te rends compte, il y a un vrai parallèle entre le sport et la cuisine quand tu fais le sport ensemble, c'est qu'il y a une vraie cohésion, tu vas en parler de la convivialité. Et je trouve que quand tu fais une course comme ça, t'as plus de masque. Tu vois, parce que tu es fatigué, parce que tu cours, parce que tu es en train d'en chier avec les autres et les autres ils comprennent ce que tu es en train de vivre. Donc il y a une espèce d'union, il y a un lien qui se crée qui est assez fort et assez unique. Et en vrai, je retiens, c'est cette expérience qu'on a vécue les 7 à courir comme des malades pour réussir cette épreuve, quoi. Il y a eu pas mal d'organisations en termes de logistique, pardon. Il y a eu pas mal d'organisations en termes de logistique. J'imagine que toi, tu as mis le nez particulièrement dans l'alimentation, la nutrition. Est-ce que c'était plutôt pour performer ou plutôt pour se récompenser dans l'idée? Enfin, voilà, qu'est-ce que toi, tu as pu amener? C'est toi qui étais en charge de ça? Est-ce que chacun gérait la logistique? Peut-être nous dire, peut-être les vannes, les trucs. Enfin, voilà, comment vous avez organisé tout ça? Bah, je pense qu'eux, ils partaient pour bouffer des barres, de barres de céréales et des bols d'énergie. Et moi, j'ai dit que je faisais pas ça pour bouffer des barres de céréales. Je trouvais ça génial d'être ensemble, de prendre, même s'il y avait 25 minutes, se faire une petite brouillade de cèpes et de parmesan, de se faire des bonnes pâtes avec une ventrèche de thon de chez Ortis, du citron, du persil, de la ciboulette, tu vois, des trucs un peu sympas, et de profiter. On a pris quelques bières, en vrai, on a bu un petit coup ensemble. Je suis pas sûr que ça nous ait aidé dans la performance, mais en Mais vrai, dans le plaisir, oui. psychologiquement, ouais, dans le plaisir, c'était génial et on se souviendra. Il y avait toutes les équipes qui étaient très jaloux à la fin de tout ce qu'on avait mangé. On n'était pas les meilleurs, on était les mieux lotis. Il y avait un objectif. L'idée, c'était de passer un bon moment ensemble ou il y avait autre chose que ça? Non, l'objectif, c'était de finir et vivre un peu cette aventure humaine ensemble et de souffrir ensemble, mais d'aller jusqu'au bout, main dans la main et de se dire on l'a fait. Et c'est ce qui s'est passé. On a vécu des moments qui étaient hyper durs avec Justine qui a volé, a fait un vol plané. Ah oui, je l'ai vu ensemble, le genou ensemble. Ouais, Ouais. elle avait fait 800 mètres ou 1 kilomètre à peine. Elle venait de partir. Elle tombe, elle a 12 kilomètres à faire. Et là, elle a le choix quand même de revenir ou d'appeler, d'abandonner parce qu'elle elle s'est ramassée fort, quoi. Et c'est là où on voit la force de caractère d'un être, c'est que elle s'est dit, tant pis, quoi, j'y vais. Et elle n'a pas lâché, elle a été jusqu'au bout, elle a fait tous Tous ses ces relais. relais, elle n'a jamais lâché, quoi. Donc ouais, il y a cette force, tu vois, j'ai Amandine qui est fracassée de fatigue, mais qui a voulu conduire plein de fois et suivre et tenir et qui est là tout le temps pour des vannes et des blagues et qui garde une énergie incroyable. Non, en vrai, il y a eu une vraie cohésion d'équipe, tout le monde était là les uns pour les autres, peu importe la fatigue, peu importe l'état de douleur, quoi. Et c'est ça qui est fort. On est le samedi 21 septembre, là sur la ligne de départ, on est en milieu de journée. Est-ce qu'il y en a qui sont un peu plus fébriles que les autres? Là, je crois que vous prenez le départ tous ensemble, si j'ai bien vu. Le relais peut-être commence pas tout de suite, vous partez tous ensemble. Est-ce qu'il y en a qui ont un peu plus de crainte ou tout le monde a la même envie? Non, on fait 200 mètres ensemble et après Amandine prend le premier relais. Et Tout ça, non, c'est organisé avant, vous savez précisément à ouais, quel relais va être pris à quel moment? oui, oui, Dodo, il nous a attribué chacun nos relais. Ok. Euh, Si pépin, ça peut bouger? C'est oui, modulable? Ouais. oui, oui, il faut reprendre les trames des autres. S'il y a quelqu'un Ok. qui abandonne, bah, il faut se les partager. Mais c'est pas éliminatoire si quelqu'un de l'équipe fait pas son run, etc. Non, mais il faut que quelqu'un le fasse. Ouais. Pour le coup, tu as la liberté de faire. Tu es entre 2 et 7, quoi. Et 2 et 9. Nous, on était 7 et on a. Non, en vrai, on les a tous assumés, tous faits. Il y en a qui avaient 6 x 5 en relais. Moi, j'avais une fois 12, une fois 15, une fois 7,5, un truc comme ça. Donc ça dépend et c'est Dodo qui avait attribué et on s'est enchaîné comme ça toute la nuit pendant 19h46 Ouais, minutes. 46, ouais. Tu prends du plaisir, tu as le temps de t'émerveiller quand même, de regarder le décor, enfin, tu es conscient de ta chance là, ou assez vite t'es dans Non, en la vrai c'est souffrance? génial. J'ai j'ai vraiment kiffé mes 2 premiers runs pour le coup. Enfin, le premier était incroyable. Il faisait assez chaud, mais le premier était incroyable parce qu'on court entre les vignes, on court. Il fait assez bon, c'est assez agréable. En vrai, c'est hyper cool. Le deuxième, un peu plus compliqué parce que je le prends à 21h et quelques. La nuit est tombée. Il fait un peu plus froid et on voit rien. Je le fais à la frontale et c'est vraiment au milieu des champs. On voit que dalle, mais vraiment que dalle.
et c'est le plus long. C'était pas loin de 15 km. Il y a 118 de dénivelé, donc ça va, c'était pas le dénivelé le plus compliqué. Mais, euh, mais c'était très long. C'était très long, j'avais trop mangé. J'étais gonflé comme un ballon. C'était hyper dur, mais il y avait une personne devant, une personne derrière. Je me suis calé. Et là, je me suis mis à. Je crois que je suis à 5-10 du kilo. Pas mal. Ouais, En ouais. digestion, c'est pas mal. En digestion, avec les 110 de dénive, avec la fatigue et tout ça. Et je le finis vraiment bien. Bon, je dois faire 1h05, un truc comme ça. Et trop content de ce relais. Et là, je me dis, génial, mon prochain relais, il est à 5h du mat. Donc j'ai 5 ou 6 heures d'attente entre mes deux relais. Je dis, je vais peut-être pouvoir taper une petite sieste. Et en fait, non. En fait, non, parce que la musique est pleine balle. Toi-même a été faible face à ça, à la tentation, ou est-ce qu'on t'a empêché délibérément de dormir? Je pense qu'il y a un peu des deux, mais j'avais pas envie. Enfin, j'aurais voulu gueuler et dire, attends, là, s'il vous plaît, laissez-moi dormir. Et sûrement, il l'aurait fait. Mais j'avais pas envie de ça. Et le but, c'était de vivre aussi l'instant tous ensemble et de se motiver. Et dès qu'on avait un peu de temps, je faisais à manger. J'essayais de préparer les trucs pour les autres. Donc, en vrai, non, l'idée, c'était garder quand même cette ambiance d'union et de cohésion. Donc, on a dû faire des micro-siestes. J'ai dû faire 3-4 micro-siestes de 20 minutes ou 15 minutes. Et ça a permis un peu de recharger les batteries pour le troisième, qui était hyper dur au départ. Le départ est monstrueux parce que là, tu as déjà quand même mal aux pattes. T'as refroidi complètement. Donc de nuit encore? Lever du Ton soleil. troisième, lever du soleil? Complètement lever du soleil. Il y avait vraiment les couleurs tout orange. Donc tu as cette vision déjà qui te motive. Et c'était dans la nature. Là, pour le coup, j'ai 300 de dénivelé, 297 sur 7 km. 500. Beau morceau. Ah ouais, Mm. là pour le coup c'est comme ça. C'était vraiment bien vénère. Mais c'était au milieu de la forêt, c'était hyper beau. J'ai profité, il y avait des grosses descentes. J'adore les descentes, je déroule. Et j'arrive et c'est la fin quoi. Et t'arrives face au lac et c'est hyper beau. Il y a des interactions avec les autres équipes ou toi, globalement, vous êtes avec d'autres gens ou plus un peu dans votre bulle à vous, par la force des choses? Ça s'étire beaucoup, j'imagine, sur une telle distance? Ça s'étire beaucoup, mais tu vois, dans le dernier, je dépasse 4 personnes. Et bon contact, enfin allez-y, bon courage. Allez, vas-y. Tu les dépasses en rigolant aussi, comme tu as fait avec Monsieur Voilà. Fonbonne? Petit sourire. Petit sourire et... Non, il y en a qui m'ont dépassé, qui me regardent même pas. Ils passent à 3,30 du kilomètre comme des flèches et ils se retournent pas. Moi, je trouve que quand tu dépasses un petit geste, allez, bon courage, c'est toujours un peu mignon. Comment attends, hop, c'est tout bon. Nanana. Ok. Oui, sur la logistique, le van, il vous suit tout le temps ou il y a des points de passage? C'est un peu comme ça pourrait être des ravitaux ou autres. Ils vous lâchent, on se retrouve dans 10 km et tu les vois pas du tout. Ils sont pas à côté de toi à ce moment-là quand tu cours? Le van nous lâche, il y a des espaces bien spécifiques pour les relais. Et après, on fait la trajectoire en van jusqu'au prochain pendant qu'il y a une personne qui court. Donc en gros, souvent c'est entre 35-40 minutes et 1h20 max d'attente. Mais souvent, tu as 30 minutes de route, quoi. Donc ça va assez vite parce que sur place, tu passes jamais plus de 30 minutes, quoi. Donc ça s'enchaîne assez rapide. De la même façon que vous avez pris le départ ensemble, l'idée c'est aussi de tous vous regrouper, de franchir la ligne, d'arriver ensemble, c'est ça? Donc c'était bien après 19h46. Comment vous vivez ce moment? C'est quoi le sentiment? Ah, là, on a quand même les pattes un peu cassées tous. On est en train de s'endormir un peu partout, mais il y a quand même une grosse énergie qui arrive parce qu'il y a les départs sont un peu différés, donc finalement tout le monde arrive Oui, ça en commence même très tôt temps. le matin, c'est ça, hein, pour Ouais. le premier. Tout le monde arrive un peu en même temps. Et on a. Là, je crois que c'est Dr. Never qui arrive en dernier. Et on se met tous en ligne et on dépasse la ligne d'arrivée ensemble dans un soulagement assez grand quand même. Ok. Là, pour le coup, tu te dis, waouh, putain, c'est fini. Il y aura. Entre bravo et bon débarras, Ouais. entre les deux? Ouais, moi j'ai vécu ça entre. Quel kiff que ça soit fini. C'était magique à vivre, mais waouh, plus jamais quoi. Enfin, vraiment, je peux faire tous les efforts physiques que tu veux. Tu peux m'envoyer 18 heures d'efforts. Mais fais-moi du matin jusqu'au soir et après laisse-moi me coucher. Franchement, là, quand tu m'enlèves le sommeil, c'était vraiment une Et épreuve. le de marche-arrêt, quoi, le on-off, enfin, tu vois, Ouais. c'est compliqué à gérer aussi. Hyper dur. Mais il faut le vivre une fois. En vrai, si c'était à refaire, je le referais la première fois. Pas une deuxième. C'est quoi la première chose dont tu as envie à l'arrivée?
Un truc qui se boit, un truc qui se mange, un truc sur lequel tu Ouais, peux t'allonger. une bière. Je me suis mis une bière bien glacée, hyper fraîche. C'était super bon, mais j'étais tellement fatigué que j'en ai bu qu'une seule. Tu vois, normalement, le marathon, je suis content de m'en boire 3 4 pintes et ça fait du bien. Et tu manges et là, t'arrives, t'es fatigué, on s'est fait une fondue et c'était hyper bon. Mais non, en vrai, je mens. Enfin, là, t'as que envie d'aller te coucher. Vraiment, t'as qu'une seule envie, c'est de dormir. Je suis rentré dans le train, j'étais mais fracassé. La nana à côté, elle a dû halluciner parce que j'ai pris un train de 3 heures. J'ai dormi 3 3 heures. heures. J'ai pas branché quoi. Et T'as pas ouais, utilisé la bande passante du Wi-Fi de la SNCF? Pas du tout. zéro. Zéro. C'était économie 100% pour la SNCF de ce côté. On va faire un petit jeu, Juan, pour débriefer de cette course. Vous étiez 7, j'ai tout de suite pensé aux 7 nains. Donc je vais te demander un peu de dire quel nain serait qui dans l'équipe. Alors on va commencer par le moins valorisant, mais on va lui twister un peu son nom parce que c'est simplet, donc c'est un peu négatif. Et peut-être que vu ce que tu m'as dit, ça va peut-être te retomber dessus. Moi je dirais plutôt sur Naïf, tu vois, celui qui n'avait pas imaginé le plus l'ampleur de la tâche. C'était avant même que tu me parles, c'est toi. Moi, c'est sûr. Ok. Je suis simplé, je suis arrivé, mais vraiment comme un touriste. La bouche en Ma cœur. bite et mon couteau, je croyais qu'on allait faire à bouffer et se marier entre copains, j'ai pris très cher. Je prends simplet. T'en as voulu à Dodo à ce moment-là? Non, non, parce que non, en vrai, jamais je pourrais en vouloir pour qui que ce soit parce que déjà j'accepte et c'est mes choix. Et non, en vrai, encore une fois, j'ai vécu une expérience qui était géniale. J'ai appris à mieux connaître toute la team, donc non, en vrai, c'était canon. Grincheux. Docteur Never, peut-être. Dormeur. Dodo. Joyeux. C'est marrant parce que Dodo, il a pas dormi jusqu'au moment où il a explosé. Il était plein de balles et à un moment, Coup de il a tombé d'un seul coup. Oui, donc dormeur, on en a parlé. Joyeux. Non, dormeur, tu m'as dit ou pas? Attends, je suis perdu. Dormeur, c'est Dodo. Dormeur, c'est Ouais. Dodo. Joyeux. Justine. Justine Hutto. Exceptionnelle. DJ de la soirée, elle était pleine balle, elle s'est ramassée, elle était tout le temps heureuse. Monstrueux. Prof. Est-ce qu'il y en a qui faisait un peu le chef? Ou en tout cas qui structurait. Alexandre. Ok. Ah oui, Alexandre. Il faut s'échauffer, les gars. Là, il faut se nourrir. Toujours. Il est coach, donc ouais. Bon, il en reste 2, c'est timide. Je sais pas s'il y en a eu et Hachoum. Je sais pas si ça s'applique aux 2 qui restent. Un peu petite chose fragile. Amandine, elle est pas timide. Hein. Elle est pas timide, c'est un gros caractère plutôt. Et Ça marche pas, peut-être. non, ça C'est marche pas possible. trop. Et Hachoum, il fait quoi, Hachoum? Je sais pas, il a pas éternué tout le temps. On va se dire qu'il est peut-être un peu plus fragile ou un peu, ouais, petite chose. Ah ouais, non, elle est Non, pas il y a fragile, pas. Amandine non plus, non. Bon. Non, je pense que en vrai, je la mettrais avec Justine. Joyeux. Dans Joyeux, ouais. Et qui me manque? Il te manque. J'ai oublié son prénom. Ah, Clara. Voilà. Il manque Clara. Clara, elle est plus timide. Ok. Elle est un peu plus timide. Mais en même temps, tu vois, je dirais pas timide parce que une fois qu'elle se dévoile, elle était géniale. Enfin, d'ailleurs, c'est une des personnes que je connaissais le moins et c'est une des personnes que j'ai pris le plus de plaisir à découvrir parce que c'est une nana qui est hyper intéressante, qui est très jeune, qui a fait plein de choses dans sa vie, qui est hyper assurée, qui a son but qui est hyper clair. Je l'ai trouvée super intéressante. Est-ce qu'elle Donc, s'y connaît autant que toi sur les aimants? Est-ce qu'elle s'y connaît autant que toi sur les aimants? Ah, Non. Vous n'êtes pas allé sur ce terrain de discussion? Non, Ouais. je n'ai pas atteint non. Cette étape. Mais elle sait que le Léman, c'est le lac. Ok, elle aurait Je pas lui ai fait. dit. Ouais. Ouais. Tu peux y aller, je suis pas susceptible. Ok. Juan, est-ce que tu ramènes plus de bons souvenirs ou de moucherons sur le visage de cette course? Autant. Pareil. Ouais, pareil. J'en avais peut-être 400 ou 500, mais vraiment collés de partout. Sauf que les moucherons, ça s'enlève et pas les souvenirs. Non, les souvenirs, C'est je les poétique, garde à ça. vie. Ça, Ouais. c'est beau. Hein. Waouh. Une image que tu retiens, s'il n'y en avait qu'une, un moment. Une image que je retiens, c'est le lever de soleil lors de cette dernière course, de cette dernière relais que j'ai entamée. C'était hyper beau, il y avait des couleurs oranges dans tous les sens, c'était un ciel assez épique et c'est grâce à ce ciel-là que j'ai réussi à finir. Placement de produit, bien joué. C'était une Franchement, course complètement épique. involontaire. Voilà, c'est cadeau. Juan, merci beaucoup d'être venu avec nous sur ta Runmate. En deux phrases, enfin ou 2 mots peut-être, tes projets, là, ce qui t'excite, ce qui te fait envie, de manière générale, peut-être dans tes projets plus perso et puis sportivement, est-ce que tu as déjà des envies
et à court terme ou sur l'année 2025, et puis un espèce de Graal un jour, tu voudrais faire, il y a un projet essentiel dans ta vie. Est-ce que tu as des idées claires sur Il y a, où tu vas aller? oui, il y a Marseille-Cassis que je fais avec la team Orange Running. C'est la dernière course qu'on fait tous ensemble. J'aimerais bien faire un Ironman un jour. Je nage assez bien. Je cours correctement. Vélo, je suis pas très bon. Mais j'aimerais bien faire un Ironman un jour. Et globalement... Alpinisme, ça pourrait te faire marrer. Là, on en parle beaucoup avec Inoxtag et l'Everest. Est-ce que c'est à moindre échelle, mais est-ce que la montagne, ça t'appelle ou c'est... Il fait froid quand même. Moi, j'aime bien courir, mais... Il peut faire peur aussi, en plus de faire froid. Ouais, je suis pas très fan de... J'ai un peu le vertige. Je suis pas très fan de ce genre de sensation. Je trouve que ce qu'il a fait, c'est génial hein, pour un gamin de 22 ans de se mettre ce genre de motivation, de faire des projets d'une telle ampleur. Enfin, je dis chapeau, quoi. Mais non, c'est pas trop mon délire. J'adore les trails. Je referai la MCC, peut-être la OCC. Ok, je super. tenterai une OCC. Je l'ai fait cette année, superbe. J'avais fait MCC l'année dernière. On a un an de décalage. Ouais. Et sublime. T'as bien aimé? Elle est sublime. Bah, c'est un beau petit morceau. Mais bon, tu connais le parcours à la fin, la MCC, ça ressemble. Donc déjà psychologiquement, quand tu arrives à Balme et que tu retrouves le trajet de la MCC, t'es plutôt bien. Bah, je pense elle vaut le coup, vraiment, si t'as l'occasion. Je pense que je ferai ça. Mais voilà, dans les projets... c'est déjà bien. Ok. Ouais. Un triathlète en devenir, un Ironman en puissance. J'aimerais bien, ouais. Juan, dernière question pour toi. C'est le motto de la fin. Donc, c'est pas le mot de la fin, c'est une devise qui pourrait illustrer ta philosophie de vie, la façon dont ce que le sport peut-être représente pour toi, enfin un peu libre à toi. Soit une citation qui existe, soit une que tu formules avec tes mots, mais voilà, ce qui illustre un peu ta façon de voir la vie. Il y a une phrase que j'aime beaucoup qui est Die young as late as possible. Bien ça. Ouais, je l'adore. Donc meurs jeune le plus tard possible, en gros. Voilà, ouais. Je l'avais, je sais plus. Il y a un cuisinier, un gars avec qui je bosse, un chef de Copal qui me l'avait sorti un jour et je l'ai vu plein de fois derrière dans meurs jeune le plus tard possible. Et je trouve que ça représente, parce que c'est pas forcément on fait des conneries, tu vois, c'est garde une certaine jeunesse, une certaine folie, des challenges assez débiles pour te mettre un peu dans le dur et va le plus loin possible, quoi. Essaye d'être autant performant et de garder autant de plaisir que tu peux, en gros. J'aime beaucoup. Ouais, tu me l'apprends. Ok, je vais me la faire tatouer sur le poignet. Merci beaucoup, Juan. C'est déjà la fin de cet épisode. Merci de nous avoir fait vivre cette très belle expérience collective. C'est aussi une des beautés de notre sport. Il y a du dépassement individuel, mais là, dans votre cas, c'était vraiment une aventure humaine que vous avez partagée. Donc, elle est d'autant plus belle. Je te souhaite plein de bonheur, plein de succès dans tout ce qui arrive pour toi dans le boulot, dans ta vie perso, dans le sport. J'espère qu'on aura plein d'occasions de se croiser, j'en suis sûr. Bah, je suis sûr, ça. Et je te remercie pour ton accueil hyper chaleureux. Voilà, on est dans une cave, mais on est bien, il fait chaud et c'est grâce à toi. Donc, merci infiniment. Merci à toi et j'espère qu'on se reverra. Avec plaisir. À bientôt. Bye.